Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Ravie également d'avoir à mes côtés, comme tous les mois, Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Je rappelle que vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Également sur ce plateau, les invités de notre dossier qui sera consacré aux infections hivernales, en particulier grippe et bronchiolite. Caroline Landel, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes professeure en hygiène hospitalière au CHU Grenoble-Alpes. À vos côtés, le docteur Cécile Bostebru, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes pédiatre à l'hôpital Couple-Enfant au CHU de Grenoble. Et puis aux côtés de Vincent Lisa-Crozet, bonjour. Bonjour. Vous êtes masseur kinésithérapeute à Grenoble. On vous retrouve dans quelques minutes, mais avant cela, on va parler de bien vieillir avec vous, Vincent, ne le prenez pas personnellement. La 3e édition de Made for Age, à l'initiative d'AG2R La Mondiale et pilotée par Medicalps, vient de récompenser ses 3 lauréats 2021 parmi 30 dossiers. Vincent, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est Made for Age ? Bien volontiers. Made for Age est un appel à projet national, dont c'était la 3e édition, qui a pour objectif d'accélérer en définitive le déploiement de solutions innovantes qui sont dédiées à la santé, au bien vieillir, que ce soit pour l'autonomie, des patients à domicile, le maintien à domicile des personnes seniors, ou que ce soit aussi pour des démarches de prévention en santé. Donc, vous aviez 30 dossiers, vous en avez récompensé 3, roulement de tambour, qui sont les lauréats. Alors, les lauréats sont 2 entreprises qui s'appellent Abilicare et Ozoai. Abilicare, c'est une solution numérique qui a vocation à essayer de quantifier la motricité des seniors, qui est un des signes, en définitive, d'évaluation de la fragilité. Et pour ce faire, de pouvoir aller au plus proche des personnes avec un bus qui va se déplacer dans les régions concernées où le test va être mis en œuvre. Et on sait que la façon dont on marche est un des axes importants pour identifier la perte d'autonomie et la survenance de pathologies. Et puis la 2e entreprise est Ozoai, qui a développé une oreille augmentée à destination des soignants, notamment pour des centres médicaux où il y a des malades atteints d'Alzheimer et qui est capable d'identifier les bruits qui vont être émis en définitive dans la chambre du patient, de telle façon à ce que les soignants soient alertés dès qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et uniquement quand il y a quelque chose d'anormal. Et puis, il y a eu un prix coup de cœur. Le prix coup de cœur a été remis à Cardio-Rénal. Le président et fondateur de Cardio-Rénal est avec nous à distance depuis Strasbourg, je crois. Maurice Béranger, bonjour. Bonsoir. Alors, félicitations déjà pour votre prix. Cardio-Rénal, c'est quoi ? Alors, Cardio-Rénal est une jeune entreprise innovante qui est en partie installée à Grenoble au sein du CEA et qui développe un dispositif médical destiné aux patients en insuffisance rénale chronique, qui est une pathologie très répandue, qui concerne à peu près 10% de la population française et qui peut se terminer, quand elle va très mal, en dialyse. Donc vous, quel est votre produit ? Comment vous allez intervenir pour ces personnes ? Alors le plus simple, c'est peut-être de faire une comparaison. Vous savez qu'aujourd'hui, quand un patient a un diabète sévère, il se pique le doigt pour mesurer sa glycémie. Eh bien, nous avons développé un dispositif qui ressemble à celui-là pour les patients en insuffisance rénale. C'est un dispositif à la maison qui est utilisé par le patient pour mesurer son taux de potassium sanguin. Et le potassium sanguin, c'est un paramètre très important pour le suivi de ces patients.
Aujourd'hui, pour faire cette mesure, il faut faire une prise de sang. Et avec notre dispositif, ça se fera avec juste une petite goutte de sang analysée sur place par le patient. Ça représente quoi pour vous, ce prix Made for Age ? Tout d'abord, c'est une reconnaissance de l'intérêt de ce qu'on fait par des utilisateurs possibles ou des patients. Donc, c'est très important. On avait bien sûr discuté avec des patients auparavant, mais là, de se retrouver sur le podium, c'est toujours très important pour une équipe parce que il y a toujours des doutes. Vous savez, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Donc, c'est déjà une reconnaissance. Puis, le deuxième aspect, c'est aussi un soutien financier pour la conduite d'un essai en vraie grandeur qu'on devrait faire fin d'année prochaine. Vous avez également eu un important autre soutien financier récemment. Absolument, on a eu un gros financement de la part du plan de relance pour nous aider à constituer la chaîne de production du dispositif à Grenoble d'ailleurs, de façon à ce que on puisse mettre en place des machines, des salles blanches pour fabriquer le dispositif. Tout ça, c'est un investissement très conséquent et donc l'État nous aide à installer cette chaîne de production à Grenoble. Dans les prochains mois, bonsoir Maurice, Vincent Templar, dans les prochains mois, vous allez être de ce fait aussi accompagné, je le souligne, dans le cadre de l'appel à projet par AG2R, la mondiale et Medicalps. Mais quelles sont les prochaines étapes pour Cardio-Rénal ? Alors actuellement, on a un dispositif qui a été validé dans un essai clinique pendant l'été en Belgique. Et donc le dispositif, on sait qu'il marche, mais maintenant on doit le fabriquer en série pour avoir l'approbation, ça s'appelle le marquage CE, pour pouvoir le commercialiser en Europe. Donc l'année 2022 va être consacrée à la fabrication de ces dispositifs, beaucoup de tests, de façon à avoir cette approbation de marquage CE en vue de sa commercialisation à partir de 2023 à peu près. Merci beaucoup Maurice Béranger. Je rappelle que vous êtes président de Cardio-Rhénalpes, coup de cœur du prix Made for Age. Je vous souhaite une bonne journée. On passe à la rubrique Actualité. C'est une nouvelle ère qui s'annonce au CHU Grenoble-Alpes après un nouvel établissement pour Voiron. Le centre hospitalier a inauguré en novembre son nouveau plateau technique à Grenoble, en présence notamment du ministre de la Santé et des Solidarités, ancien neurologue au CHU Grenoble-Alpes, Olivier Véran. Charlotte Faulkner a également pu le visiter avant sa mise en fonction. C'est dans cet imposant bâtiment de 15 000 m² sur 28 mètres de haut que les urgences et les différents services de réanimation déménagent. Avec ce nouveau plateau technique, le CHU veut améliorer la prise en charge des patients. Au niveau de l'organisation des filières, on garde les mêmes filières de prise en charge que ce qu'on avait dans les urgences actuelles. Par contre, ce qui change, c'est les conditions d'accueil des patients avec des locaux qui sont quand même bien plus lumineux et spacieux que ce qu'on avait aujourd'hui. Et quand même une organisation médicale et soignante qui va pouvoir être plus efficiente aussi de par la configuration des locaux qui forcément est plus moderne que ce qu'on avait dans le bâtiment Michalon. Du côté des urgences, pas de changement capacitaire, mais c'est au niveau des soins critiques que 15 lits ont été rajoutés. Ce n'est pas le seul changement dans les services de réanimation. Ici, chaque patient possède désormais une chambre individuelle allant de 20 à 27 mètres carrés. Donc on a une chambre qui a une organisation qui peut être adaptable, flexible, parce que ces équipements qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant vont le permettre. Et en fonction des besoins du patient en termes de surveillance, plus ou moins rapprochés, on va pouvoir modifier l'agencement de ces locaux. Au total, 750 professionnels exerceront dans ce nouveau plateau technique, un bâtiment qui permettra de mieux répondre aux besoins des habitants. Je pense qu'en rapprochant et en mettant dans un même bâtiment les réanimations et les urgences, ça nous donne beaucoup plus de visibilité vis-à-vis de la population générale, vis-à-vis aussi de nos collègues médecins et chirurgiens. Et on rattrape des années, on va dire, d'attente. Donc voilà, une visibilité, des conditions de travail qui vont être meilleures. Tout ça nous remet, on va dire, dans la place que doit avoir un CHU. Après 4 années de travaux et 80 millions d'euros de budget, ce nouveau bâtiment moderne et mieux agencé devrait permettre au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de gérer au mieux les 58 000 passages enregistrés chaque année aux urgences. Et ça ne s'arrêtera pas là, puisque sont également prévus pour 2025 la réfection et l'agrandissement de l'hôpital Michalon. Une information qui intéresse forcément nos invités que l'on retrouve dans un instant.
L'hiver, c'est la neige, la glisse, les balades en raquettes, les chocolats chauds au coin du feu. Mais c'est aussi le nez qui coule ou le nez bouché, des gastro-entérites, des difficultés à respirer, des maux de tête, de la toux, voire de la fièvre. Et j'en passe. Aujourd'hui, on s'intéresse aux infections hivernales, des plus petites aux plus grandes, avec un focus plus particulièrement sur la grippe et la bronchiolite, avec mes invités que je salue de nouveau. Caroline Landel, je rappelle que vous êtes professeure en hygiène hospitalière au CHU Grenoble-Alpes. Cécile Bostebru, vous êtes pédiatre à l'hôpital Couple-Enfant, ce même CHU Grenoble-Alpes. Et Lisa Crozet, vous êtes masseur kinésithérapeute dans un cabinet à Grenoble. Professeur Landel, on va commencer avec vous. Pourquoi parle-t-on d'infection hivernale? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus malade en hiver? Alors ça, c'est propre plutôt à nos pays tempérés, puisque la grippe peut sévir en pays tropical à n'importe quel moment, mais il y a des facteurs qui sont favorisants dans nos pays tempérés pour la circulation de la grippe ou d'autres virus. C'est le froid, c'est les endroits froid et sec, donc c'est typiquement la France. Et puis on a aussi, en période hivernale, un affaiblissement des défenses immunitaires, puisqu'on va lutter plus particulièrement contre le froid. On a besoin d'énergie pour lutter contre ce froid. Voilà, tout à fait. Et donc on est contre les virus. Infections. Et puis on a un assèchement. Le dernier facteur, c'est aussi des muqueuses, et pas simplement par exemple des mains, mais aussi du tractus supérieur aérien. Donc en fait, une plus grande sensibilité à contracter ces virus qui vont circuler. Alors, de quel virus parle-t-on? Impossible de les citer tous, mais les principaux. Alors, pour les principaux, c'est bien entendu la grippe, c'est bien entendu le virus respiratoire syncytial qui va être à l'origine des bronchiolites, mais il y en a plein d'autres, les rhinovirus, les picornavirus, le métapneumovirus, etc., qui sont plutôt responsables de rhume ou de rhinite passagère. Et puis, il y a des surinfections? Voilà. Après la guerre 14-18, les gens sont majoritairement morts de surinfection bactérienne sur un lit qu'avait creusé la grippe. Et à l'heure actuelle, on peut plutôt bien, avec les antibiotiques, lutter contre ces bactéries, ce qui n'est pas le cas de tous les patients, mais globalement plutôt bien. Et il y a aussi donc cette possibilité qui va jouer sur les capacités notamment d'accueil de l'hôpital. Alors, vous le disiez, c'est l'appareil ORL qui est le plus touché, les voies cardio-respiratoires, c'est ça? Alors, en hiver, oui, mais il y a aussi les gastro-entérites qui ont aussi une circulation qui est plutôt hivernale. Et là aussi, on a beaucoup de virus. Les plus connus sont les rotavirus et les norovirus, mais il y en a également plein d'autres qui circulent à la même période. Ces infections sont très contagieuses. Oui, c'est vraiment quelque chose qui se transmet facilement, d'autant plus que l'hiver, on est plutôt dans des milieux fermés, avec une ventilation qui est moins favorable que l'été, et donc en fait une concentration plus importante des virus dans la pièce et une acquisition plus favorable. Et ces infections, comment se transmettent-elles? Alors, elles se transmettent principalement par gouttelettes. C'est à peu près comme le SARS-CoV-2, donc à moins d'1 mètre, en gros. 1 mètre ou 2 mètres, ça dépend pour certains, mais c'est par un contact rapproché lorsque la personne éternue ou tousse. Et puis également par contact, puisque ces sécrétions respiratoires peuvent se déposer sur les surfaces. Et après, on va les transmettre par les mains ou les objets contaminés. Est-ce à dire qu'avec les gestes barrières, de ce fait, la grippe sera moins virulente cette année, par exemple? Oui, c'était bien le cas l'année dernière. On n'a pas vu de grippe l'année dernière. On avait un haut niveau de respect des gestes barrières, également un plus haut niveau de respect de la vaccination, même si on n'est pas bien entendu à 100%, alors que tout le monde, une certaine catégorie de population devrait être bien vaccinée contre la grippe. Mais en tout cas, ces gestes barrières ont bien montré leur efficacité l'année dernière et malheureusement, cette année, ils ont tendance à diminuer et on voit déjà apparaître des virus. Alors, ces gestes barrières, on peut les rappeler peut-être, en fait, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour la grippe, pour la Covid-19, pour le petit nez qui coule. Il faut bien rappeler que normalement, quand on a des symptômes, si on doit être en contact avec la population, il faudrait déjà se prémunir avec un masque et respecter des distances. C'est bien ça? Voilà. Et puis, donc, respecter des distances, l'hygiène des mains, c'est particulièrement important, soit à l'eau et au savon, soit à avec l'eau chaude.
Oui, à l'eau chaude, c'est plus agréable. Aussi, mais bon, ça n'a pas vraiment d'efficacité démontrée. On n'a pas toujours un torrent glacé. À proximité, mais avec du savon pour l'effet mécanique, soit avec de la solution hydroalcoolique. Le port de masque dès qu'on est malade, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment en Europe, qui se fait beaucoup plus en Asie. Et puis aussi, une chose dont on ne parle pas forcément, c'est de ne pas aller voir des personnes à risque quand on est malade, et notamment de ne pas aller visiter des malades à l'hôpital, mais effectivement éviter d'aller voir des nourrissons, éviter d'aller voir des personnes âgées ou immunodéprimées dès qu'on est malade. C'est l'isolement en fait que l'on a fait pour la Covid, qui devrait être fait pour n'importe quelle pathologie respiratoire. Cécile Bost-Bru, vous êtes pédiatre. C'est un peu le cercle vicieux aussi, la contamination parents-enfants, on se fait des bisous, des câlins, tout ça, c'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre les petits nourrissons sous cloche. Mais c'est même vrai les grands, on leur fait des bisous. Ouais, mais pour les tout petits, en fait, finalement, ceux qui sont les enfants qui sont fragiles par rapport à la bronchiolite, c'est les enfants de moins de 2 ans, et en particulier les bébés qui ont moins de 3 mois, on va dire. Et pourquoi c'est compliqué pour eux? Il ne faut pas les mettre en présence de personnes grippées. Il faut faire attention quand on a un petit rhume, en fait, quand les parents ou surtout les autres enfants de la fratrie sont un petit peu enrhumés. Il faudrait pouvoir renforcer justement les gestes barrières, le lavage des mains. Et alors, on dit toujours pour les tout petits, il ne faut pas leur faire des bisous sur le visage ou même les mains. Il faudrait essayer de faire plus les bisous sur les pieds. Pour les frères et sœurs, ça peut marcher. Ça va pas être difficile, c'est tellement mignon les petits pieds. Ça peut marcher quand même. Voilà. Même si on n'a pas de fièvre, il faut continuer d'appliquer. Ça, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Ce qu'on ne faisait pas du tout il y a quelques années, puis peut-être qu'on va se mettre à faire. Ici même dans ces bureaux, dès qu'on a une petite toux, on essaye de faire attention. Il y a aussi la question des porteurs asymptomatiques. Et là, c'est plus compliqué. Oui, alors ça, c'est une réalité. Une étude a été faite dans le bassin grenoblois, mais également avec des collègues lyonnais. Et on a montré chez des professionnels soignants, qui étaient en grande partie vaccinés contre la grippe, qu'on a à peu près 20% de professionnels qui sont porteurs de grippe asymptomatique ou paucisymptomatique durant une épidémie de grippe. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'il faudrait respecter tout le temps les gestes barrières parce qu'on ne sait pas qu'on est contagieux. C'est ça, en période d'épidémie, il faudrait respecter tout le temps les gestes barrières, notamment à l'hôpital. Il y a des règlements particuliers durant cette période à l'hôpital. Alors, on a testé plusieurs choses au CHU de Grenoble qui ont montré leur efficacité. C'est notamment, en fait, faire porter des masques systématiques dans certains services à risque pendant toute la période d'épidémie grippale. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est rendre le diagnostic plus rapide, donner des tests rapides à certains services pour diagnostiquer le plus vite possible ces pathologies et pouvoir l'enrayer, mettre des mesures le plus vite possible. La grippe, ça touche combien de personnes ? Alors en France, ça touche entre 2 et 6 millions de personnes chaque année. Alors toutes, heureusement, ne sont pas hospitalisées, mais... La proportion de personnes hospitalisées, effectivement, c'est... Alors elle est très variable en fonction de l'épidémie, et ça c'est un gros problème avec la grippe. On ne sait jamais quelle épidémie va être sévère ou pas. Et on a sur l'année où la Covid est arrivée, en fait, on avait par exemple 6 millions de personnes qui ont eu des consultations pour un syndrome grippal et on en a 6 000 qui ont été hospitalisées France entière. Et après, vous en avez certaines qui sont aussi hospitalisées en réanimation et donc qui, pendant l'épidémie hivernale, occupent des places de patients de réanimation. Alors la bronchiolite également peut conduire aux urgences dans certains cas, Dr Bost-Bru, donc ça concerne les petits enfants. On va d'ailleurs vous retrouver tout de suite dans un reportage de Laurie Baillet à l'hôpital Couple-Enfants et on en parle après. Seyana a moins de 2 mois. Elle est sous assistance ventilatoire au service de réanimation pédiatrique du CHU de Grenoble. Elle est atteinte d'une forme grave de bronchiolite, une infection virale contagieuse qui expose les nourrissons à des complications respiratoires. C'est la nouvelle épidémie de grande ampleur selon le conseil scientifique. On parle d'épidémie parce que c'est vraiment la période pendant laquelle le virus principal qui cause les bronchiolites circule. Le virus s'appelle le virus respiratoire syncytial, le VRS. C'est vraiment pendant la période hivernale, habituellement au
de novembre à mars. Cette année un peu plus tôt, dès octobre, on a vu des virus respiratoires syncytiaux circuler. Et cette épidémie, elle est vraiment très très importante pendant ces mois-là. Et elle a tendance à plutôt s'atténuer sur le reste de l'année, même s'il y a quand même des virus respiratoires qui circulent tout au long de l'année. Même si elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation, la bronchiolite est la plupart du temps bénigne. Sa phase aiguë dure en moyenne 10 jours et guérit spontanément si celle-ci est prise à temps. Les premiers soins à prodiguer quand le bébé commence à être encombré au niveau de son nez, c'est des lavages de nez. Ensuite, il faut qu'on surveille son alimentation. Et éventuellement, on diminue la quantité des biberons et on donne des biberons de façon plus fréquente. Et puis ensuite, surtout, c'est de la surveillance de la respiration, de voir comment le bébé, est-ce qu'il a des signes qui apparaissent, qui pourraient faire penser que son état respiratoire est en train de s'aggraver. Entre encombrement bronchique, gêne respiratoire, respiration rapide et sifflante, Colline a su déceler rapidement les signes de cette pathologie et réagir à temps. Zélie, elle a commencé à avoir un petit peu le rhume il y a 2-3 jours à peu près. Et puis ça s'est aggravé avant-hier soir, oui c'est ça. Donc hier matin, je suis partie pour les urgences. Elle va quand même mieux, elle a plus d'oxygène depuis hier soir. On continue les lavages de nez. C'est un bébé qui est en allaitement normalement maternel au sein. Exclusif, mais du coup elle se fatiguait un petit peu au sein, donc je tire mon lait pour pouvoir lui donner au biberon. Et pour limiter la transmission du virus à l'origine de la bronchiolite, il est fortement conseillé d'appliquer les mesures barrières. Docteur Bostebru, c'est quoi la bronchiolite? Alors la bronchiolite, c'est une infection des voies respiratoires qui donc survient tous les hivers, avec en particulier la responsabilité de ce virus VRS. Et ça touche les nourrissons. Donc les nourrissons, par définition, c'est les enfants qui ont moins de 2 ans. La fréquence, c'est important quand même. C'est chaque année environ 30% des nourrissons de moins de 2 ans qui ont une bronchiolite. Donc comme on l'a bien vu dans le reportage, c'est la plupart du temps plutôt bénin, où ça ne va pas nécessiter d'hospitalisation. L'hospitalisation, c'est à peine 2% des enfants. Et du coup, il faut pouvoir savoir quoi faire quand le bébé commence à avoir des signes d'encombrement et comment on va le surveiller, et aussi quels sont les signes qui vont éventuellement nous alerter et nous faire consulter. Alors, ce que l'on apprenait dans le reportage, c'est que l'alimentation, c'était un signe important, c'est-à-dire? Alors, l'alimentation, c'est un signe important parce que finalement, quand le bébé déjà a le nez bouché, en fait, il ne sait pas respirer par la bouche. Donc, en fait, quand on le fait téter, nécessairement, il va y avoir une difficulté. Donc la première chose, c'est bien déboucher le nez avant chaque tétée. Et puis aussi, l'alimentation, c'est comme un travail supplémentaire, comme un effort en fait pour nous. Et du coup, la conséquence des difficultés respiratoires sur l'alimentation, elle se voit. Ça s'aggrave et c'est un bon signe d'alerte en fait. Alors, le mouchage. Voilà, on voit ça chez le kiné, puisque le kiné ne pratique pas que des massages, mais fait aussi de la kiné respiratoire, du mouchage et de l'apprentissage pour les parents. On va voir ça tout de suite avec l'un de vos collègues, Lisa Crozet. Je vous propose de regarder comment ça se passe, une séance de kiné respiratoire avec la petite Bruna et son papa que Charlotte Faulkner a rencontré. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène me voir? Cela fait plusieurs jours que Bruna, 8 mois, a du mal à respirer. Atteinte de bronchiolite, elle subit des séances de kiné respiratoire pour la soulager. Un des rôles essentiels pour nous, ça va être surtout de voir comment l'enfant va évoluer, notamment cliniquement, de voir s'il mange bien, s'il dort bien, et voir son évolution dans le temps. Et surtout d'apprendre aux parents à gérer un petit peu tous les signes avant-coureurs d'une bronchiolite un peu plus grave. Donc savoir quand est-ce qu'il faut amener aux urgences, quand est-ce qu'on peut gérer à la maison et quels sont les gestes vraiment très importants dans la bronchiolite. Lors de la séance, la première étape est de faire ce que l'on appelle des manœuvres afin de varier les positions pour faire ventiler l'enfant différemment. Là, l'objectif, ça va être de faire des manœuvres un peu douces pour accompagner l'enfant dans l'expiration pour qu'il prenne plus d'air et pour essayer de mobiliser un peu plus ses volumes respiratoires. Mais voilà, on l'accompagne,
C'est très très doux comme manœuvre. Autre étape moins agréable pour les enfants, le lavage du nez. Le kiné va ainsi mettre des pipettes de sérum Phi dans le nez. Ce geste doit être effectué plusieurs fois par jour en cas de bronchiolite. Les parents doivent donc le maîtriser car les jeunes enfants respirent essentiellement par le nez. Quand un enfant a une gêne respiratoire, il a tendance à respirer un peu plus haut dans ses volumes respiratoires. Et là, l'objectif, c'est vraiment redescendre un peu plus profondément au niveau du poumon pour qu'il prenne des plus grandes respirations et pour qu'il calme aussi sa respiration. S'il y a un encombrement, ça permet d'aller chercher cet encombrement et de le faire remonter progressivement. La bronchiolite n'est pas l'essentiel de l'activité de kiné respiratoire chez les enfants. Ces séances sont également utilisées dans le cadre de l'asthme du nourrisson, d'infections respiratoires ou encore de mucoviscidose. Alors Lisa Crozet, pour ceux qui avaient l'image de kiné tortionnaire, c'est complètement faux. Vous êtes très gentil en fait. Après, il y a des enfants qui pleurent plus que d'autres, hein, on va être honnête. Après, oui, les manœuvres ont bien changé depuis maintenant 20 voit ans. Ouais, les manœuvres, c'est très doux. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites? En gros, l'objectif principal, c'est ce qu'expliquait mon collègue, c'est qu'un enfant, comme il a le nez bouché, que jusqu'à plus ou moins 5 mois déjà, il respire que par le nez, du coup, il va galérer, il va lutter pour respirer, donc il va ventiler que la partie haute de son poumon. Il va vraiment pas se servir de la totalité du poumon. Il va en plus tendre tous ses muscles qui vont l'aider à inspirer. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner à l'expiration le bébé dans ses volumes pulmonaires profonds pour qu'il reprenne des ventilations un peu plus amples. Et donc, du coup, qu'il vienne ventiler un peu tout son poumon et qu'on évite derrière aussi les surinfections bactériennes qui arrivent souvent quand un encombrement ou une respiration n'est pas assez complète. Les bactéries, elles ont toute la place de proliférer dans le bas des poumons. Alors là, comme pour la petite Bruna, il faut combien de séances, combien de fois par semaine? Il y a aucun... c'est vraiment en fonction de l'enfant. En gros, si on le prend vraiment au tout début de la bronchiolite, on va essayer de le surveiller les 2-3 premiers jours parce que c'est les moments où la bronchiolite risque de dégénérer en bronchiolite sévère. Donc on va essayer de le voir tous les jours juste pour de la surveillance. Et après, on le reverra 1 ou 2 fois, mais un peu plus espacé. Si on le prend après pour un enfant qui a plus une surinfection bronchique, bah là, il va vraiment falloir aller ventiler, ramener de l'air pour éviter les atelectasies et tout ça. Donc du coup, ça va être un peu plus long. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Plus il est petit et plus on va le voir fréquemment et longtemps, et plus les grands. Et après, ils arrivent aussi un peu à se désencombrer en courant, en rigolant. Donc ils ont un peu moins besoin de nous, quoi. Docteur Bostebru, de la kiné respiratoire, on peut en faire à partir de quel âge? Alors, il n'y a pas d'âge limite. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on fait quand les enfants restent à la maison, en fait. Hein. Dès qu'ils sont hospitalisés, que la bronchiolite est plus sévère, à ce moment-là, la kinésithérapie respiratoire, elle va plutôt éventuellement aggraver la situation. Donc, c'est vrai que c'est un travail collaboratif pour la partie des enfants qui sont les plus fréquents, qui restent à la maison. Et c'est ce qui est très important, ce que disait Lisa, c'est que ça nous permet de faire une surveillance, en fait. Puisque, évidemment, le bébé, il ne va pas aller tous les jours chez son médecin pour faire un petit check. Et le kiné, comme on l'a vu dans le reportage, il est vraiment là aussi pour faire la surveillance du bébé et vraiment être sur les signes d'alerte et pouvoir orienter ensuite les parents. Est-ce que les parents sont de bons élèves quand il s'agit de leur montrer comment ils peuvent aider leur bébé à la maison? Sur certaines choses, oui. Sur d'autres, c'est plus compliqué. On va pas se mentir. Moucher un enfant, c'est très facile quand c'est pas le nôtre. Et puis une fois qu'on a peur de lui faire mal. On a peur de faire mal. L'enfant va se mettre un peu plus en apnée parce qu'il sait que maman ou papa va lâcher plus tôt. Alors que quand c'est le kiné, ça lâchera pas. Donc de manière générale, oui, surtout les petits conseils, dormir un peu surélevé, fractionner les repas, essayer d'humidifier un peu la chambre pour justement pas que ce soit trop sec et quand du coup on assèche les voies aériennes, surtout les voies aériennes supérieures. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur le mouchage, surtout qu'en plus, il faut le faire pas qu'1 ou 2 fois dans la journée, hein, c'est avant chaque repas. C'est plutôt avant le repas. C'est plutôt avant le repas parce que du coup, il respire. On le fait tous, hein, quand on mange, on a tendance à respirer par le nez parce qu'on a du mal à le faire avec la bouche en même temps. Donc oui, plutôt avant le repas, plutôt avant de se coucher aussi, puisque quand on a le nez qui est pris pour dormir, on tousse.
Donc voilà, et puis après la toux va amener de l'inflammation au niveau de la gorge et donc du coup une toux irritative. Donc il faut vraiment le faire souvent. Là-dessus, c'est la chose où les parents ont un peu plus de mal et je leur jette pas la pierre, mais ça éviterait quand même pas mal de complications s'ils le faisaient un peu plus régulièrement. Le lavage du nez, c'est avec du sérum physiologique. Il y a d'autres traitements pour la bronchiolite? Non, il y a surveiller la température parce qu'on peut avoir un petit peu de température, donner du paracétamol s'il y a de la température. Et après, c'est tout. Ensuite, quand la bronchiolite est plus sévère et que l'enfant est hospitalisé, il peut avoir besoin d'oxygène, comme on a vu dans le reportage, et il peut avoir besoin qu'on l'aide quand il arrive vraiment plus à s'alimenter. Et on a vu également dans le reportage qu'on peut déjà fractionner les repas. Les bébés allaités, on peut passer éventuellement au biberon parce que c'est un petit peu moins difficile que le sein, parfois. Et puis quand vraiment c'est nécessaire, on peut mettre une petite sonde qui va, on appelle ça une sonde gastrique, qui va dans l'estomac et on met le lait du coup par l'intermédiaire de la sonde. Mais ça, c'est des traitements des enfants qui sont hospitalisés. Est-ce qu'un enfant peut avoir plusieurs bronchiolites dans l'année? Oui, il peut avoir plusieurs bronchiolites, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs virus respiratoires. Caroline Landel, on va revenir un petit peu sur la grippe. Alors pour la grippe, il y a beaucoup plus de traitements. Alors beaucoup plus, il y en a. En tout cas, on a un traitement antiviral qui a la particularité d'être prophylactique et curatif. Donc c'est la même molécule en tout cas qu'on utilise en France pour les deux indications. Il y en a d'autres qu'on utilise un peu moins, qui sont utilisées aux États-Unis ou en Asie, qui créent des résistances et donc on est un peu plus frileux en Europe pour les utiliser. Et puis, contre la grippe, on peut aussi se faire vacciner. Et c'est la principale mesure de prévention, la vaccination antigrippale. Alors, qui doit se faire vacciner contre la grippe? Alors, nous, en France, on a une politique où on va vacciner les patients à risque de grippe grave, tous ceux qui peuvent, puisque les nourrissons de moins de 6 mois sont à risque de grippe grave, mais on ne peut pas vacciner en dessous de 6 mois. Donc là, on va vacciner l'entourage de ces nourrissons fragiles, par exemple des prématurés. On souhaiterait les protéger de la grippe et on va vacciner leur entourage. Sinon, on vaccine les patients de plus de 65 ans, les femmes enceintes, et ça c'est une population particulièrement à risque de grippe grave. Il faut vraiment qu'elles soient vaccinées à n'importe quel trimestre de la grossesse. Et puis, beaucoup de patients qui ont des comorbidités assez larges, pulmonaires, cardiaques, neurologiques, hépatiques, etc., etc. Et les personnes finalement obèses. Donc ça, c'est pour les patients. Et au niveau des autres professionnels, on va vacciner les professionnels de santé et aussi le personnel navigant et les guides touristiques aussi sont le personnel vaccinés. navigant et les guides touristiques. Voilà, c'est la politique française, c'est une recommandation. Le personnel navigant, les avions aussi, des avions et des bateaux. Et les bateaux. Voilà. D'accord. Ah ben ça, je savais. En période d'épidémie, on l'a dit, il y a un protocole particulier à l'hôpital. Les professionnels de santé, c'est les médecins, les soignants, tout le monde. Tout le monde. On encourage. On encourage absolument tout le monde à se faire vacciner, même des personnes qui ne seraient pas en contact direct avec les patients, le personnel administratif, les services techniques, tout le monde est fortement incité à se faire vacciner. Il y a un nouveau vaccin tous les ans. Voilà, oui, puisque les souches, malheureusement, évoluent. Et donc, on est obligé, chaque année, de refaire un vaccin. Et très souvent, de nouvelles souches sont incluses. C'est l'OMS qui décide pour l'Europe quelles sont les souches qui vont être incluses dans le vaccin. Et ces souches, elles sont produites à partir de ce qui s'est passé dans l'hémisphère nord-sud. Voilà, l'hémisphère. Alors, soit les souches de l'année dernière, soit aussi ce qui s'est passé dans l'autre hémisphère pour réactualiser et avoir les souches les plus probables de circuler dans cet hémisphère nord cet hiver. La grippe est différente tous les ans, mais est-ce qu'elle peut être plus virulente d'une année à l'autre? Est-ce qu'il y a des méchantes grippes? Oui, on le voit en fait en termes de mortalité, tout simplement, chaque année, et aussi en fonction des souches qui circulent, parce que vous avez dans le vaccin, vous avez 4 souches différentes qui correspondent au type A et au type B, et les grippes A sont réputées plus virulentes que les grippes B. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il fallait se faire vacciner contre la grippe et le Covid en même temps? Le bras droit, le bras gauche. Alors ça, c'est déjà avant tout pour des questions pratiques. C'est vrai que les gens, on les voit une fois. Déjà pour la grippe, on arrive difficilement à les vacciner. Donc au moins, on les voit en une fois. Et puis, il n'y a pas du tout d'effet indésirable d'être vacciné en même temps pour 2 virus différents. L'immunité fait son travail et il n'y a pas d'effet indésirable particulier. Donc ça a été
beaucoup pour une question de praticité. Et puis, ça se passe très bien. On a plein de personnes qui se font vacciner en même temps. Est-ce qu'on peut avoir 2 virus en même temps de façon concomitante? Est-ce qu'on peut avoir le Covid et la grippe en même temps? Alors ça, il y a eu quelques cas de co-infection virale, mais très rares. C'est comme les co-infections de grippe. Un patient qui a une grippe A et une grippe B, ça existe, mais c'est quand même très rare. Donc un patient qui peut avoir un vaccin pour une grippe A et qui finit par attraper... La grippe B. Alors, dans le vaccin, on a les 2 types, mais il peut tout à fait qu'il y ait en fait une souche qui émerge, qui n'est pas contenue dans le vaccin, et là, que les personnes puissent la contracter. Donc oui, ça existe. Malheureusement, on n'a pas les moyens de la prédire. C'est pour ça qu'on demande une vaccination chaque année et que des fois, les gens sont déçus parce que le vaccin ne protégeait pas aussi bien que ce qu'on espérait. Docteur Bostebru, j'imagine que vous, dans vos services, on est particulièrement vigilant à la grippe auprès de nourrissons. Oui. On applique les recommandations de l'hôpital. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec l'épidémie de Covid, tout le monde a un masque tout le temps. Mais par exemple, avant le Covid, pendant la période d'épidémie de grippe, les personnels qui travaillent en pédiatrie portaient un masque tout le temps, comme on fait maintenant pour le Covid. Donc ça avait été anticipé. Et oui, les enfants, c'est surtout les petits qui peuvent faire des grippes sévères. Juste revenir sur grippe et Covid. Est-ce qu'il y a des symptômes qui permettent de différencier, c'est une question qui revient souvent dans mon entourage, entre la grippe et la Covid assez facilement, ou est-ce que les symptômes sont strictement identiques ? Alors, c'est des symptômes qui sont quand même assez généraux. C'est de la fièvre, des céphalées. Alors, pour la grippe, on a quand même plus de douleurs musculaires et articulaires. Mais en fait, devant un tableau grippal, finalement, c'est le test qui va pouvoir nous dire quel est le virus responsable. Plus que la clinique, puisque pour la grippe, on peut des fois avoir des formes un peu frustres où on a des syndromes avec gastro-intestinaux. Donc en fait, on peut confondre des fois une grippe avec une gastro-entérite. Donc c'est vrai que la clinique est particulièrement importante, mais le plus souvent, c'est le test virologique qui va permettre vraiment de trancher. Elisa Crozet, on a parlé de la bronchiolite. Est-ce que vous, en tant que kiné, vous intervenez aussi pour d'autres infections de l'hiver, pour aider des adultes ? Adultes, enfants, oui. Oui, post-grippe, souvent, il y a des petites infections pulmonaires qui suivent et donc, du coup, on est pas mal là pour désencombrer. Et après, après, il y a tous les virus, les pneumopathies et tout ça, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, de manière générale, on applique. Alors, chez les adultes, on évite de les moucher comme on mouche un enfant, mais on leur apprend quand même à se moucher parce que même chez l'adulte, c'est très important. Et puis après, on est sur du désencombrement et de la ventilation. Donc, on l'a dit, 2020, ça a été une année particulière avec des confinements, le masque, les gestes barrières, beaucoup moins de grippe, vous nous l'avez dit, beaucoup moins de bronchiolite également. Est-ce que pour 2021, on a déjà des indices ? Alors, pour la grippe, malheureusement, on a des cas déjà, même dans l'agglomération grenobloise. Donc, il y en a peu, mais ça commence à arriver, alors que vraiment, l'année dernière, on n'avait rien du tout, quoi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de corrélation nette et statistique à l'heure actuelle, mais l'importance de ces gestes barrières nous a bien montré que si on les applique parfaitement et... Ça a du sens de les appliquer. Voilà, et puis même la mesure la plus efficace, c'est effectivement de confiner, mais bon, ça, on peut bien sûr pas le faire tout le temps, mais en tout cas, ça fait disparaître complètement les circulations virales. Et pour la bronchiolite, c'est pareil? Alors pour la bronchiolite, oui, il y a eu pas mal d'inquiétudes en début d'automne même, parce qu'on a commencé à avoir des bronchiolites dès la fin septembre, alors que d'habitude, voilà, d'habitude on commence plutôt mi-octobre, fin octobre. Alors là, on a assisté à vraiment une augmentation assez rapide dès la fin septembre. Et du coup, beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette épidémie cette année. Pour l'instant, on est fin novembre et il y a certaines régions de France où ils ont déjà été confrontés à des cas, un nombre de cas très important, en particulier dans le nord, à Paris. Sur la région grenobloise, on est un petit peu en décalage.
Donc c'est vrai que l'importance de rappeler tout ce qui peut faire que les bébés soient moins malades, c'est très important, ça pourra nous aider. Est-ce que c'est avec ces virus qui ont été moins actifs les années précédentes, est-ce que ces virus sont moins mutés pour cette année ou il n'y a pas vraiment moyen de le savoir? Alors, bien entendu, le CNR de Lyon va les typer et les identifier, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de retour sur ces évaluations. Mais ça, c'est quelque chose que le CNR de Lyon, dont nous dépendons, évalue régulièrement. Alors ça, c'est pour la grippe. Par rapport à la bronchiolite, on pense quand même que du fait que l'année dernière, les virus, le VRS ou les autres virus responsables de bronchiolite ont moins circulé, les enfants des fratries, les plus grands des fratries, n'ont pas rencontré les virus, donc n'ont pas développé d'anticorps. Donc c'est une des hypothèses qui permet de penser qu'éventuellement, cette année, les plus grands seront aussi plus malades, donc ils vont plus transmettre aux plus petits. Bon, donc voilà. il faut faire attention, bien laver les mains et voilà. En même temps, il y a le retour du masque à l'école qui aussi peut-être aura un impact sur l'épidémie de bronchiolite. Voilà. Donc c'est un peu une surprise en fait. Ouais, on est un peu au jour le jour. On est au jour le jour, tout à fait. Merci beaucoup à toutes les trois pour toutes ces informations. Merci Vincent. Merci Marie-Caroline. Retrouvez ce check-up le mardi à 13h et le mercredi à 21h et en replay sur télégrenoble.net. Portez-vous bien et à bientôt. Très belle fin d'année. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up.